Bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour un nouvel épisode dont on reparle, le format dédié aux actualités spatiales. Et pour cette semaine, je vous propose de revenir en images sur l'épopée de la mission indienne Chandrayaan-3, ainsi que les premières découvertes et résultats, mais aussi la réutilisation chez Rocket Lab, le futur lanceur New Glenn de Blue Origin et un petit pépin chez SpaceX. Mais avant de commencer, et comme d'habitude, je tenais à vous inviter à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore, ainsi qu'à liker, commenter et partager cet épisode. Sur ce, pour commencer, je vous propose de nous diriger vers notre satellite, et plus précisément les environs de son pôle sud. C'est en effet là que, le 23 août vers 14 h, l'Inde est devenue le 4e pays à se poser sur la Lune avec la mission Chandrayaan-3, et ce à seulement 350 mètres de la zone visée, ce qui est une marge d'erreur extrêmement faible. D'ailleurs, elle fut photographiée depuis l'orbite par l'orbiteur de Chandrayaan-2, qui aide aussi à relier les communications depuis les phases finales de la descente et de l'atterrissage, et pendant la mission. Depuis ce jour, l'atterrisseur de 1700 kg est baptisé Vikram et le petit rover de 26 kg baptisé Pragyan se hâtent d'explorer le plus vite possible notre satellite. Car en effet, aussi triste que cela soit, il faut savoir que le temps est compté pour Chandrayaan-3 et ce depuis son atterrissage. En effet, pour l'alimentation en électricité du rover et de l'atterrisseur, ceux-ci comptent uniquement sur des panneaux solaires. Or, malheureusement, sur la Lune, une journée dure 29 jours et 12 heures environ. La moitié de ces 29 jours se passant donc dans un noir total, les engins se retrouveront privés d'électricité et incapables de fonctionner d'ici une bonne semaine. Et c'est au fond assez logique. Depuis le début, la mission est conçue pour rapidement atteindre ses objectifs scientifiques et surtout démontrer la capacité de l'Inde à se poser sur la Lune. Or, envisager une mission qui pourrait durer plusieurs jours lunaires n'a pas vraiment un énorme intérêt avec les instruments et les objectifs actuels, et demande aussi de trouver des moyens pour réchauffer l'électronique des appareils pendant la nuit lunaire, face à une température descendant jusqu'à moins 130 degrés, même si cette température est en général atteinte en toute fin de nuit. Cela demande donc des batteries ou un petit RTG, et plein d'autres systèmes qui auraient été trop complexes et superflus ici. Mais tout ceci n'empêche pas Chandrayaan-3 d'être intéressante à suivre, loin de là même. Dès le 23 août et après de nombreuses images de la descente, c'était une première image de la surface qui nous était partagée par l'ISRO, l'agence spatiale indienne. Celle-ci montre surtout un des pieds de l'atterrisseur et son ombre. Sans être particulièrement spectaculaire, je vous l'accorde, elle a surtout une importance symbolique puisqu'elle est la première image de la surface prise par l'Inde. Ensuite, dès le 24 août à 5 h du matin, c'était la rampe contenant le petit rover Pragyan qui allait se déployer, rapidement suivie par la mise en route du petit rover, qui fut un succès total. Dans la foulée, et toujours avec succès, ce sont les différents instruments embarqués par l'atterrisseur qui furent mis en route. Seulement 24 heures plus tard, le petit rover avait déjà parcouru 8 mètres, ces deux instruments étaient mis en route, tandis que l'atterrisseur et l'orbiteur, qui est plus un étage de service avec un instrument d'étude de la Terre qui facilitera la recherche d'exoplanètes habitables, fonctionnaient eux aussi à merveille. Mais bref. Un des premiers résultats que la mission a permis de livrer, ce sont les écarts faramineux de température dans les premiers centimètres de la surface lunaire. L'atterrisseur, Vikram, est en effet équipé d'une petite sonde capable de descendre jusqu'à 10 cm dans le sol lunaire et d'y faire des relevés de température permettant d'obtenir ce graphique. En bas à droite, vous avez la température à moins 80 mm, près de moins 10, et en haut à gauche, la température de surface où elle était presque à 60 degrés. C'était déjà connu, notamment grâce à des sondes utilisées lors des missions Apollo, mais le sol lunaire, le régolithe, est un extrêmement bon isolant, notamment grâce à une assez importante porosité. Et mesurer et savoir cela peut avoir deux intérêts. Déjà, comprendre à quoi ressemblent les entrailles de la Lune et mieux comprendre les phénomènes qui s'y passent tels que les évaporations de gaz, les endroits où on peut espérer trouver des traces d'eau et j'en passe. D'ailleurs, ces mesures prouvent en effet que de la glace d'eau pourrait se situer dans les premiers centimètres de la surface lunaire. Néanmoins, il est important de comprendre que l'on parle de particules et de traces de glace. Si la glace d'eau est bien présente, elle est mélangée à la poussière lunaire et on ne parle pas non plus de lacs gelés ou de choses du genre.
Et puis, dans un style plus futuriste, le régolithe lunaire serait le candidat idéal comme matériel de construction pour de futures bases lunaires. En recouvrant les modules ainsi installés, le contrôle de la température se retrouverait énormément facilité, avec en plus un matériau facilement accessible, et qu'il serait possible d'imprimer en 3D. Mais bref. Le 27 août, Pragyan allait effectuer un demi-tour pour contourner un cratère de 4 mètres, et situé à 3 mètres de lui, et allait être redirigé vers un terrain moins accidenté. Mais assez parlé de Chandrayaan 3, on y reviendra encore probablement la semaine prochaine. Et cette semaine encore, un autre acteur important du spatial faisait parler de lui, Rocket Lab, et cette fois avec son petit lanceur Electron. Je ne vous apprends rien si je vous dis que l'entreprise a fait le choix de se tourner vers la réutilisation pour Electron et mène différents essais depuis maintenant déjà plusieurs mois en récupérant en mer différents premiers étages. Mais jusqu'à présent, aucun élément n'avait encore revolé. Jusqu'à présent. Car ce 24 août, à l'occasion du lancement baptisé We Love the Nightlife, Rocket Lab allait utiliser un moteur ayant déjà volé sur un précédent vol sur les 9 moteurs Rutherford utilisés par Electron. Et ce vol, qui allait être un succès, permet maintenant à l'entreprise de sérieusement envisager un vol avec 9 moteurs réutilisés, ce qui ouvrira la voie à un vol d'un premier étage complètement réutilisé. Les moteurs étant souvent les pièces les plus critiques, ce résultat est donc extrêmement important. Toujours en parlant de lancement ce 26 août, c'était SpaceX qui lançait avec succès la mission Crew 7 à destination de l'ISS. Un événement perturbant néanmoins allait se produire lors de la réentrée du premier étage. Au lieu d'allumer ses moteurs pendant 11 secondes pour ralentir et éviter de surchauffer en pénétrant les couches les plus épaisses de l'atmosphère, la mise à feu de la Falcon 9 n'en a duré que 3, sans que l'on ne sache exactement pourquoi, et sans finalement empêcher la bonne récupération de la dite Falcon 9. Il est assez difficile de savoir si c'est une manœuvre intentionnelle de SpaceX pour réduire les dépenses de carburant ou tester le véhicule, ou s'il s'agit d'un dysfonctionnement qu'il faudra alors analyser. Quoi qu'il en soit, si plus d'informations filtrent, on en reparlera. Enfin, dans les plus petites actualités, on notera que la construction de la navette cargo Dream Chaser de Sierra Space continue. Si son vol inaugural, qui dépend du lanceur Vulcan de United Launch Alliance, risque encore de se faire attendre plusieurs mois, la petite navette est décidément sur la bonne voie. Pour reparler de lanceurs du côté de la Corée du Nord, ce serait une nouvelle tentative de lancement orbital qui se serait soldée par un échec, et ce suite à une activation non désirée du système d'autodestruction. Enfin, on avait aussi droit à la publication de photos de l'administrateur de la NASA, Bill Nelson, visitant l'usine de Blue Origin pour son lanceur New Glenn, dont je parlais justement la semaine dernière. D'ailleurs, que ce soit pour Rocket Lab ou New Glenn, l'épisode des Actus Spatiales de la semaine passée est un assez bon complément à celui-ci. Le lien sera donc disponible en fiche, en description et en écran de fin. Pour en revenir à New Glenn et rebondir sur les actualités de la semaine dernière, il semblerait bien que ce soit les premiers éléments destinés au vol inaugural, attendus dans les prochains mois. On peut notamment y voir ce qui ressemble au réservoir du premier étage, ou encore au segment qui accueillera les pieds d'atterrissage. Sur ce, c'est ici que je vais vous quitter pour aujourd'hui. J'espère que vous aurez apprécié cet épisode et je vous donne rendez-vous dans quelques jours. D'ici là, prenez soin de vous et à bientôt pour une nouvelle dose d'espace.